Il existe des moments dans l'histoire où un pays entier bascule dans le silence. Plus de rires, plus de voix, plus de villes. En quelques années, des millions de personnes disparaissent, non pas à cause d'une guerre étrangère, mais au nom d'une idée, celle d'un monde pur, d'une société parfaite, d'un retour forcé à une vie simple, imposée par la violence. À la tête de ce projet, un homme, Pol Pot. Ce soir, nous allons raconter comment les Khmers rouges ont transformé le Cambodge en un immense camp de travail, comment une idéologie a détruit famille, ville et mémoire, et comment un peuple entier a vécu sous la peur permanente. Si vous appréciez ces récits historiques immersifs, abonnez-vous à la chaîne Histoire Cocasse et laissez un j'aime. C'est ce qui permet à ces histoires d'être racontées et partagées. Dites-nous aussi en commentaire. Connaissiez-vous déjà cette période de l'histoire? Ou la découvrez-vous ce soir? Et de quels endroits du monde et à quelle heure rejoignez-vous cette histoire ce soir? Installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre n'est pas seulement une histoire du passé, c'est un rappel brutal de ce que l'être humain est capable de faire lorsqu'une idéologie prend le dessus sur l'humanité. Avant que tout ne se brise, le Cambodge respire encore. Prenez le temps de vous y installer lentement, comme si ce paysage faisait partie de votre mémoire la plus ancienne. Le matin arrive tôt, toujours trop tôt. La lumière glisse sur la terre humide, accroche les feuilles des palmiers, se reflète dans l'eau calme des rizières. L'air est déjà chaud, chargé d'une humidité familière qui colle légèrement à la peau. Vous inspirez profondément. Cette odeur de terre, de végétation, de fumée lointaine, vous la connaissez depuis toujours. Elle fait partie de votre quotidien, au même titre que les bruits qui s'éveillent peu à peu autour de vous. Un coq chante, puis un autre. Des pas résonnent sur la terre battue. Des voix basses s'échangent quelques mots avant de commencer la journée. La vie ici n'a rien d'extraordinaire, et c'est précisément ce qui la rend rassurante. Elle suit des règles simples, héritées des générations précédentes. Vous savez quand travailler, quand vous reposer, quand vous taire. Dans les campagnes, les familles vivent souvent regroupées, proches les unes des autres, parfois sur la même parcelle de terre depuis des décennies. Les maisons sont modestes, construites en bois, souvent sur pilotis pour se protéger de l'eau et des animaux. Elles laissent passer l'air, le vent, les sons du village. On y partage beaucoup. La nourriture quand il y en a. Les inquiétudes, quand elles surgissent. Les silences surtout. Le travail est dur. Les journées sont longues, rythmées par le soleil qui monte, écrase, puis décline lentement. Les corps sont marqués par l'effort, les mains rugueuses, les dos fatigués. Mais chaque geste a un sens. Semer, repiquer, récolter. Les enfants observent, imitent, ils apprennent sans livre, simplement en regardant faire. La vie se transmet ainsi, discrètement. Dans les villes, l'atmosphère est plus dense, plus vibrante. Phnom Penh, notamment, semble toujours en mouvement. Les marchés débordent de vie. Vous y entendez les appels des vendeurs, le froissement des sacs, le clapotis des poissons encore vivants. Les étals débordent de couleurs, légumes verts, fruits mûrs, épices. L'odeur est forte, parfois étouffante, mais elle signifie l'abondance relative, la possibilité de manger, de commercer, d'exister parmi les autres. Les enfants vont à l'école. Ils portent des uniformes simples, souvent trop grands. Certains apprennent à lire, à écrire, à compter. Pour beaucoup de familles, l'éducation est une fierté, une promesse fragile d'un avenir différent. On ne sait pas exactement à quoi cet avenir ressemblera, mais on espère qu'il sera meilleur, ou au moins plus stable. La société repose sur des repères anciens. Le respect des aînés est fondamental. Les moines occupent une place centrale. Le bouddhisme imprègne les gestes du quotidien, sans rigidité. Le matin, vous voyez parfois des silhouettes en robe safran marcher en silence, bol à la main. Les habitants déposent un peu de nourriture, baissent légèrement la tête. Ce sont des gestes simples, répétés depuis toujours, qui donnent une structure au monde. Ils apaisent, ils rassurent. Vous avez un nom, vous avez une place, vous avez une histoire personnelle. Bien sûr, tout n'est pas paisible. Le pays a été traversé par des années de troubles. La guerre,
même lointaine, a laissé des traces. Certaines régions ont été bombardées, des familles ont fui, d'autres ont perdu des proches. Les conversations, parfois, s'alourdissent quand on évoque la politique, les combats, les groupes armés qui se déplacent dans les zones rurales. On parle des Khmers rouges, de leurs idées radicales, de leur volonté de transformer le pays. Mais ces paroles restent floues. Elles semblent lointaines, presque irréelles. Elles ne pénètrent pas encore votre maison. Elles ne dictent pas encore vos gestes. Vous continuez de vivre, parce qu'il faut bien vivre. Le soir, après le travail, on mange ce que l'on a. Du riz, le plus souvent. Parfois, accompagné de légumes. Parfois, d'un peu de poisson. On s'assoit, on parle à voix basse. On écoute la radio quand il y en a une, même si les nouvelles sont souvent inquiétantes. Puis vient la nuit. Vous vous allongez sous la moustiquaire. Les insectes chantent sans relâche. La chaleur ne disparaît jamais complètement. Le sommeil arrive lentement, comme toujours. Vous vous endormez avec cette sensation familière. La fatigue du corps, mais l'esprit encore occupé par les petites préoccupations du lendemain. Vous ne le savez pas encore, mais ce monde est fragile. Il repose sur un équilibre qui peut se rompre sans bruit. Bientôt, ce que vous êtes deviendra un danger. Votre métier, votre éducation, vos souvenirs, même votre façon de parler. Mais pour l'instant, tout cela est encore intact. Vous êtes encore un individu, pas une ombre. Vous appartenez encore à un lieu, à une famille, à une continuité. Dans l'air, pourtant, quelque chose change imperceptiblement. Les conversations s'interrompent plus vite. Les regards se font plus prudents. Sans pouvoir l'expliquer, on sent que la nuit approche. Les jours passent encore, semblables les uns aux autres. Et c'est peut-être cela qui rend l'attente si étrange. Rien n'a officiellement changé, et pourtant, vous sentez que quelque chose glisse lentement hors de sa place. Comme un sol qui se fissure sans bruit, sous une couche de poussière. Dans les villages, on continue de travailler la terre. Les rizières demandent toujours la même attention. Il faut surveiller l'eau, protéger les jeunes pousses, composer avec le ciel. Le soleil brûle, la sueur coule dans le dos, les muscles tirent. Les gestes sont mécaniques, appris depuis l'enfance. Ils rassurent, parce qu'ils sont connus. Tant que ces gestes existent, on se dit que le monde tient encore. Mais les conversations changent de ton. On parle plus bas. On regarde autour de soi avant de prononcer certains mots. On évite les sujets trop précis. Parfois, quelqu'un raconte qu'un cousin, dans un autre district, a vu passer des hommes en noir. Des combattants maigres, armés, silencieux. On dit qu'ils prêchent une société nouvelle, débarrassée des injustices, débarrassée des riches, débarrassée des traîtres. On dit aussi qu'ils n'aiment pas les intellectuels, ni les citadins, ni ceux qui posent trop de questions. Mais ce sont encore des rumeurs. Et les rumeurs, on apprend à vivre avec. Dans les villes, l'ambiance est plus tendue. Les rues sont toujours animées, mais l'insouciance a perdu de sa légèreté. Certains magasins ferment plus tôt. Des familles parlent de partir à la campagne, temporairement, juste par prudence. Les journaux deviennent plus prudents dans leurs mots. La radio diffuse parfois des messages confus, contradictoires. On ne sait plus vraiment à qui faire confiance. Vous continuez pourtant d'avancer dans vos journées. Il faut acheter à manger, il faut travailler, il faut s'occuper des enfants, des anciens. Les temples sont encore ouverts. Les moines continuent leur rituel. Vous vous y rendez parfois, cherchant un apaisement, une réponse silencieuse. L'encens brûle lentement. Les prières murmurées flottent dans l'air chaud. Vous fermez les yeux un instant, espérant que les choses se calmeront, que cette tension diffuse finira par disparaître. Le soir, la fatigue est plus lourde qu'avant. Pas seulement celle du corps, mais celle de l'esprit. Vous sentez une inquiétude sourde, difficile à nommer. Elle ne se manifeste pas par la panique, mais par une vigilance constante. Une façon d'écouter les bruits de la nuit avec un peu plus d'attention. Un claquement de porte lointain, un moteur, des pas. On commence à faire attention à ce que l'on montre, à ce que l'on garde chez soi. Au livre, parfois, au papier, certains enterrent des objets discrètement. Des photos, des documents, de petits souvenirs qui semblent soudain trop précieux, trop révélateurs. On ne sait pas exactement de quoi on se protège, mais on sent qu'il vaut mieux anticiper. Dans les familles, les discussions deviennent prudentes.
On rappelle aux enfants de ne pas répéter tout ce qu'ils entendent. On leur dit de répondre simplement, sans poser de questions. On leur apprend le silence comme une forme de protection. Les nuits sont plus agitées. Le sommeil est moins profond. Vous vous réveillez parfois sans raison, le cœur légèrement accéléré, comme si votre corps avait compris, avant votre esprit, que quelque chose approchait. Allongé dans l'obscurité, vous écoutez les sons familiers, les insectes, le vent, un chien qui aboie au loin. Tout est encore là. Et pourtant, rien ne semble tout à fait à sa place. Puis, un matin, l'air semble différent. Ce n'est pas un changement brutal. Pas encore. C'est une sensation diffuse, presque imperceptible. Les rues sont un peu plus calmes, les visages plus fermés, les regards évitent de se croiser. On apprend que les combats se rapprochent, que la situation politique a basculé, que quelque chose de décisif est en train de se jouer. Vous continuez votre journée, mais avec cette impression persistante que c'est peut-être la dernière fois que vous la vivez ainsi. La dernière fois que vous empruntez ce chemin. La dernière fois que vous vous asseyez à cet endroit précis. La dernière fois que vous entendez ces voix familières sans crainte immédiate. Rien n'a encore été ordonné. Personne n'a encore frappé à votre porte. Mais au fond de vous, une certitude commence à s'installer, lente et froide. Ce monde, tel que vous le connaissez, est en train de s'éteindre. Et lorsqu'on viendra vous dire de partir, de laisser derrière vous votre maison, vos souvenirs, votre identité, il ne s'agira pas d'une parenthèse. Ce sera un point de non-retour. La nuit n'est plus très loin. Le matin où tout bascule commence comme les autres. C'est cela, sans doute, qui le rend si irréel. La lumière est déjà là, franche, sans menace apparente. Le ciel est clair, presque indifférent à ce qui s'apprête à se produire. Vous vous levez, encore enveloppé de fatigue, avec ces gestes familiers que vous répétez depuis des années. Rien, à cet instant précis, ne vous annonce que votre vie d'avant touche à sa fin. Puis les bruits arrivent. D'abord lointains, puis plus nets. Des moteurs, des pas nombreux, des voix qui ne ressemblent pas à celles du quartier. Dans la rue, les gens sortent, prudemment. On observe, on s'interroge du regard. Très vite, vous les voyez. Des hommes jeunes pour la plupart, vêtus de noir, maigres, armés. Ils avancent sans empressement, mais avec une assurance glaciale. Leurs visages sont fermés. Ils ne sourient pas. Ils ne crient pas encore. Ce sont eux. Ceux dont on parlait à voix basse depuis des mois. Ceux qui vivaient dans les rumeurs. Ceux que l'on espérait ne jamais voir entrer ici. Ils prennent position au carrefour, devant certains bâtiments, près des marchés. La population est sommée de rester calme. Les ordres sont donnés d'une voix ferme, sans colère apparente, comme s'il s'agissait d'une formalité. On vous dit que tout est sous contrôle, que la guerre est terminée, que la paix arrive enfin. Mais cette paix a un goût étrange. Très vite, les consignes deviennent plus précises. Il faut quitter la ville. Tous, sans exception. On vous explique que ce n'est que temporaire. Quelques jours peut-être. Le temps de sécuriser les lieux. Le temps d'éviter les bombardements. On vous assure que vous pourrez revenir. On vous demande de ne prendre que l'essentiel. Pas d'inquiétude. Tout ira bien. Autour de vous, la confusion s'installe. Des familles se pressent, rassemblent ce qu'elles peuvent. Quelques vêtements, un peu de nourriture, des objets précieux. On hésite. On ne sait pas quoi emporter, quoi laisser. Chaque choix semble soudain lourd de conséquences. Vous regardez votre maison, vos murs, les traces de votre vie quotidienne. Vous n'imaginez pas encore que vous ne les reverrez peut-être jamais. Les rues se remplissent rapidement. Des vieillards avancent que lentement. Des enfants pleurent, portés à bout de bras. Des malades sont soutenus tant bien que mal. La chaleur est écrasante. La poussière se soulève sous les pas de milliers de personnes. L'air devient difficile à respirer. Les soldats surveillent, dirigent, corrigent les flux humains d'un geste sec. Ils ne semblent ni pressés, ni émus. Ils appliquent. Vous comprenez peu à peu que ce départ n'a rien d'un conseil. C'est un ordre. Ceux qui hésitent sont rappelés à l'ordre. Ceux qui posent des questions sont réprimandés. On commence à voir la peur se dessiner sur les visages. La ville, que vous connaissiez vivante et bruyante, se transforme sous vos yeux en un immense flot silencieux. Les boutiques sont abandonnées, les portes restent ouvertes, les étals se vident,
sans être rangé. Tout ce qui faisait la vie urbaine se dissout dans ce mouvement forcé. Vous marchez, le soleil monte, la fatigue arrive vite, les pieds brûlent sur le sol chaud, les épaules tirent sous le poids des sacs. Autour de vous, les gens avancent sans vraiment parler. Il n'y a plus de place pour les conversations ordinaires. Chacun est absorbé par l'effort, par l'inquiétude, par l'incompréhension. Sur le bord des routes, certains s'effondrent. Des personnes âgées, épuisées, des malades qui ne tiennent plus debout. Parfois, le cortège ralentit. Parfois, il s'arrête. Les soldats interviennent. Ils ordonnent de continuer. Toujours continuer. Il n'y a pas de retour possible, pas de pause réelle, pas de compassion visible. Peu à peu, une évidence s'impose à vous, lourde et oppressante. Ce départ n'est pas provisoire. Cette marche n'est pas une simple évacuation. Quelque chose de plus vaste, de plus radical, est en train de se mettre en place. Votre vie d'avant se referme derrière vous, sans bruit, sans cérémonie, sans adieu, et vous avancez parce qu'il n'y a plus d'autre choix. La marche se prolonge, heure après heure, comme si le temps lui-même s'était étiré. Vous ne savez plus vraiment depuis combien de temps vous avancez. Le soleil est haut maintenant, implacable. Il frappe les nuques, les épaules, les visages. La chaleur s'infiltre partout, alourdit les corps, ralentit les pas. La poussière colle à la peau moite, sèche la bouche, pique les yeux. Autour de vous, le flot humain ne faiblit pas. Il s'élargit même. Des quartiers entiers ont été vidés. Les rues que vous traversez ressemblent à des couloirs sans fin, bordés de maisons désormais silencieuses. Les volets claquent parfois sous le vent. Des objets jonchent le sol, abandonnés dans la précipitation. Une chaussure, un panier, un jouet d'enfant. Personne ne s'arrête pour les ramasser. On avance, toujours. Les soldats encadrent la foule. Ils marchent sur les côtés, parfois devant, parfois derrière. Leur présence est constante. Un regard suffit à rappeler l'ordre. Les armes ne sont pas brandies en permanence, mais elles sont visibles. Et cela suffit. Vous comprenez vite qu'il vaut mieux ne pas attirer l'attention. Vous baissez les yeux. Vous marchez droit. Vous ne posez pas de questions. Les enfants pleurent moins maintenant. La fatigue a remplacé les sanglots. Certains dorment, portés à bout de bras, la tête ballottante contre l'épaule d'un parent. D'autres trébuchent, se relèvent, trébuchent encore. Les adultes s'entraident comme ils peuvent, échangent parfois une gorgée d'eau, un mot rassurant. Mais les ressources sont limitées. Chacun doit aussi penser à survivre lui-même. La route semble interminable. À mesure que vous vous éloignez de la ville, le paysage change. Les bâtiments disparaissent peu à peu, remplacés par des champs, des arbres, des étendues de terre. Le silence devient plus pesant. On n'entend plus les bruits urbains, seulement le frottement des pas, la respiration lourde de la foule, le bourdonnement constant des insectes. De temps en temps, quelqu'un s'effondre. Au début, cela provoque un mouvement. Des gens s'arrêtent, tentent d'aider, puis les soldats interviennent. Ils ordonnent de continuer. Il n'y a pas de temps, pas de place pour les retards. Les corps trop faibles sont laissés sur le bord du chemin, parfois encore vivants, parfois déjà immobiles. Vous détournez le regard. Vous n'osez pas penser trop longtemps à ce que vous voyez. La peur prend une autre forme. Ce n'est plus la panique soudaine, mais une angoisse sourde, profonde, qui s'installe dans le ventre. Une compréhension lente, douloureuse, que rien ne sera plus comme avant. Les promesses de retour semblent déjà lointaines, presque absurdes. Comment pourrait-on revenir après un tel arrachement ? Les heures passent, les jambes tremblent. La soif devient lancinante. On finit par s'arrêter, parfois dans des zones ouvertes, des champs, des clairières. Ce ne sont pas de vrais repos, juste des pauses forcées, le temps que la foule se réorganise. On s'assoit où l'on peut, sur la terre, sur des sacs. Certains s'allongent, trop épuisés pour rester assis. Les soldats circulent, observent, comptent. Vous échangez quelques mots avec ceux qui sont près de vous. Personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Certains essaient encore d'y croire. Ils répètent que ce n'est que temporaire, que le nouveau pouvoir veut simplement protéger la population. D'autres n'y croient déjà plus, mais gardent le silence. Le soir approche enfin. La lumière devient plus douce, mais la fatigue est extrême.
Vous n'avez presque rien mangé. L'eau manque, les muscles sont douloureux. Chaque mouvement demande un effort conscient. Quand la marche reprend, vous avez l'impression d'avancer par automatisme, comme si votre corps se déplaçait sans vous demander votre avis. La nuit tombe. Il n'y a pas vraiment d'installation prévue. On vous indique vaguement des zones où vous regroupez. Vous vous allongez là où vous pouvez, à même le sol. Les familles se serrent, les enfants s'endorment presque instantanément. Les adultes restent éveillés plus longtemps, les yeux ouverts dans l'obscurité, écoutant les bruits inconnus de la campagne. Vous pensez à votre maison, à ce que vous avez laissé derrière vous, à ce que vous n'avez pas eu le temps d'emporter. Un sentiment étrange vous envahit, celui d'avoir déjà perdu quelque chose d'essentiel, sans même savoir quoi exactement. Votre identité peut-être, votre place dans le monde. La certitude d'exister selon vos propres règles. Dans le silence de la nuit, une pensée s'impose peu à peu, froide et claire. Ce déplacement n'est pas un simple épisode. Il marque le début d'autre chose. Quelque chose de vaste, d'organisé, de profondément transformateur. Sans encore le savoir, vous venez de franchir un seuil. Derrière vous, la vie d'avant. Devant vous, un monde où il faudra réapprendre à survivre. Au matin, vous vous réveillez comme on remonte d'un rêve mauvais. Le sol est dur sous votre dos, l'air déjà tiède, et votre bouche sèche vous rappelle immédiatement que la soif ne s'est pas arrêtée pendant la nuit. Autour de vous, les corps se redressent lentement, engourdis, couverts de poussière. Personne ne parle fort. On se contente de quelques regards, de gestes prudents, de cette façon qu'ont les êtres humains de se remettre debout, même quand ils ne comprennent pas encore pourquoi. La marche reprend, puis les arrêts, puis de nouvelles marches, comme une respiration imposée. Vous finissez par perdre le sens des distances. Les jours se ressemblent. Vous avancez, vous attendez, vous avancez encore. Et peu à peu, quelque chose change. Ce n'est plus seulement la ville que l'on vous a arrachée, c'est votre manière de vous sentir en sécurité. Car désormais, vous vivez sous un mot. Un mot prononcé avec sérieux, parfois avec crainte, presque toujours avec une forme de fatalisme. Un mot qu'on ne définit pas clairement, mais qui semble contenir tout le reste. Ce mot, vous l'entendez pour la première fois comme on entend une porte se fermer. Ankar. Ankar. L'organisation. On le dit sans préciser qui elle est, ni où elle se trouve. Personne ne vous présente un visage, un responsable, un bureau. Ankar n'a pas de contour. Elle est partout et nulle part. On dit Ankar a décidé. On dit Ankar sait. On dit Ankar voit. Et ces phrases, répétées doucement, finissent par s'infiltrer dans votre esprit comme une brume. Le premier choc, ce n'est pas la violence visible, c'est l'effacement. On vous parle comme à un groupe indistinct. On ne vous demande pas votre avis. On ne vous demande même pas vraiment votre histoire. Vos papiers, vos diplômes, vos titres, tout ce qui vous attachait à un passé devient soudain inutile, parfois dangereux. Dans certains regards, vous sentez déjà que savoir lire, avoir étudié, avoir travaillé en ville, peut se transformer en faute. Vous comprenez alors une chose. Ici, ce n'est pas seulement votre corps qui doit obéir, c'est votre existence entière. Les nouveaux maîtres du pays parlent d'égalité, de purification, de recommencement. Ils décrivent une société où tout le monde serait paysan, où il n'y aurait plus de riches, plus de pauvres, plus de classes. Leur langage est simple, répété, martelé sans colère, comme une vérité déjà établie. Ils affirment que la ville a corrompu les âmes, que l'ancien monde était malade, qu'il faut tout reconstruire à partir de la terre. Le recommencement a un nom aussi, l'année zéro. Et vous, dans ce recommencement, vous êtes replacé au rang d'outil, un bras, une force de travail, rien de plus. On vous rassemble, on vous dirige, on vous distribue parfois quelques consignes. Les mots reviennent toujours. Discipline, travail, obéissance, vigilance. On vous explique que chacun doit se surveiller lui-même. Et surtout, surveiller les autres sans en avoir l'air. Ce n'est pas dit comme une menace, mais comme une évidence. Une règle naturelle du nouveau monde. Vous sentez alors une fatigue nouvelle, plus profonde que celle des jambes.
la fatigue de devoir penser chaque geste. Quand vous parlez, vous pesez vos mots. Quand vous vous taisez, vous vous demandez si ce silence sera interprété. Quand vous regardez, vous baissez les yeux pour ne pas sembler curieux. La peur ne surgit pas d'un coup. Elle s'installe lentement, avec méthode. Elle se glisse dans les détails, dans la manière dont on vous observe, dans ces phrases prononcées à voix basse, « Attention », Ankar écoute. Peu à peu, vous apprenez que l'organisation n'a pas besoin d'être visible pour être efficace. Il suffit que chacun croie qu'elle est là, qu'elle est informée, qu'elle peut frapper à tout moment, qu'elle se souvient de tout. Parfois, on vous fait assister à des réunions. Le soir, dans une clairière ou dans une grande case commune, on rassemble les gens. On parle d'un ton monotone, ferme, on répète des slogans, on rappelle les objectifs, on désigne des ennemis, les traîtres, les anciens fonctionnaires, les riches, les intellectuels. Ceux qui auraient profité de l'ancien système. Les mots sont durs, mais dits sans agitation, comme si la dureté elle-même était devenue normale. Vous écoutez, vous hochez la tête comme les autres. Même si vous ne comprenez pas tout, vous comprenez l'essentiel. Il faut montrer que l'on est d'accord. Il faut paraître simple. Il faut paraître utile. Il faut paraître sans histoire. Et cette idée, sans histoire, devient presque une seconde peau. Vous commencez à effacer intérieurement ce que vous étiez. Vous vous surprenez à cacher certaines connaissances, à éviter certains souvenirs, comme si le passé pouvait vous trahir. Vous vous souvenez d'un livre, d'une chanson, d'un mot de français appris à l'école. Et aussitôt vous le repoussez, comme on écarte une braise trop chaude. Car ici, la mémoire est un risque. L'Ankar, elle, se présente comme une famille. On vous dit que l'organisation est votre père et votre mère, qu'elle prend soin de vous, qu'elle sait ce qui est bon. Ce vocabulaire, presque tendre, a quelque chose d'effrayant, parce qu'il prétend remplacer vos liens les plus intimes. Vous comprenez alors que le projet n'est pas seulement de vous déplacer, ni même de vous faire travailler. Le projet est de vous refaire. Et tandis que vous avancez vers ce nouveau monde sans visage, vous sentez en vous une tension constante. Rester vivant, oui. Mais comment rester vous-même quand tout ce qui vous définit devient suspect? Vous respirez lentement, vous écoutez les bruits du soir. Et dans l'air chaud, le mot revient encore, comme un battement régulier. Ankar. Les jours suivants, vous comprenez que l'Ankar n'est pas seulement un mot, ni même une autorité lointaine. Elle devient une présence intime, presque quotidienne, qui s'insinue dans chaque détail de votre existence. Elle ne parle pas toujours directement, mais elle se fait entendre à travers les autres, à travers les règles, à travers les silences. On vous assigne un lieu, un espace précis, un groupe. Vous n'êtes plus avec ceux que vous avez choisis, mais avec ceux que l'organisation a désignés. Les familles sont parfois séparées, sans explication. On vous dit que c'est pour l'efficacité, pour l'équité, pour le bien commun. Les mots sont toujours les mêmes, lisses, impersonnels. Vous sentez pourtant que quelque chose de fondamental se joue là. On coupe les liens pour mieux vous rendre dépendant. Chaque matin commence par un rassemblement. On vous aligne, on compte, on observe. Les responsables locaux, souvent très jeunes, parlent d'une voix ferme. Ils répètent les consignes. Ils rappellent que l'Ankar récompense les travailleurs zélés et punit les paresseux. La frontière entre les deux reste volontairement floue. Personne ne sait vraiment où elle se situe. Vous apprenez à ne pas vous faire remarquer. Travaillez suffisamment pour ne pas être accusé de faiblesse, mais pas trop pour ne pas attirer l'attention. Parlez quand on vous interroge, mais jamais plus que nécessaire. La surveillance ne passe pas seulement par les chefs. Elle circule entre vous comme un courant discret. On vous encourage à signaler les comportements suspects. Un mot maladroit, une plainte, un souvenir de la vie d'avant. Même une expression du visage peut devenir une preuve. Vous sentez que la confiance se dissout lentement. On ne sait plus à qui parler, on ne sait plus qui écoute. Alors on se replie, on garde ses pensées pour soi, on contrôle ses gestes, on apprend à afficher un visage neutre. Le soir, il y a souvent des séances de discussion collective. On vous demande de parler de votre journée, de vos erreurs, de vos manquements. On appelle cela l'autocritique. Au début, vous ne comprenez pas bien ce que l'on attend. Puis, vous observez, vous voyez ceux qui s'accusent avec zèle, qui reconnaissent des fautes imaginaires. Vous voyez aussi ceux qui hésitent, qui parlent trop peu ou trop sincèrement.
Et vous comprenez que ces moments sont des épreuves. Il ne s'agit pas de dire la vérité. Il s'agit de dire ce que l'encart veut entendre. Peu à peu, le langage lui-même change. Certains mots disparaissent, d'autres deviennent dangereux. On parle moins du passé, presque jamais. On utilise des formules toutes faites, des slogans simples. Le vocabulaire se rétrécit, comme si penser trop finement devenait suspect. Vous sentez votre esprit s'adapter malgré vous. Vous simplifiez, vous réduisez, vous vous protégez. La nuit, quand vous êtes enfin seul avec vos pensées, le calme n'apporte pas toujours le repos. Le corps est épuisé, mais l'esprit reste en alerte. Vous repassez la journée, cherchant ce qui aurait pu être mal interprété. Une phrase, un regard, une hésitation. Vous vous promettez d'être plus prudent demain. Car ici, l'erreur ne se corrige pas toujours. Vous commencez à remarquer les absences. Un visage qui ne revient pas au rassemblement. Un voisin de travail qui disparaît sans explication. Personne ne pose de questions. On comprend vite que demander, c'est risquer de suivre le même chemin. Alors, on intègre l'absence comme une donnée du monde, comme la pluie, comme la chaleur, comme la fatigue. On s'habitue à tout, même à l'inacceptable. L'encart, dit-on, sait ce qu'elle fait. L'encart, dit-on, protège la révolution. L'encart, dit-on, ne se trompe jamais. Ces phrases, répétées inlassablement, finissent par créer une réalité parallèle. Une réalité où douter devient une faute morale, où obéir est présenté comme une vertu absolue, où la survie dépend de votre capacité à vous effacer. Et pourtant, au fond de vous, quelque chose résiste encore. Une pensée fugace, un souvenir d'avant, une image de votre maison, de votre famille, de votre ancien nom. Vous les gardez enfouis, profondément, comme un trésor interdit. Vous savez que ces fragments d'humanité sont dangereux, mais vous sentez aussi qu'ils sont ce qui vous empêche de disparaître complètement. Alors vous continuez, un jour après l'autre, sous le regard invisible de l'encart. Et sans le savoir encore, vous vous préparez à l'étape suivante, celle où l'organisation ne se contentera plus de surveiller vos pensées, mais exigera de votre corps qu'il travaille jusqu'à l'épuisement, au nom d'un idéal qui ne vous appartient plus. Le changement ne se fait pas en un jour. Il s'installe, lentement, comme une habitude que l'on n'a pas choisie. Un matin, on vous annonce que vous allez travailler la terre. Non pas comme avant, si vous étiez déjà paysan, mais autrement, selon les règles de l'encart, selon un rythme nouveau, qui ne laisse aucune place à l'improvisation. On vous conduit vers les coopératives. Ce sont de vastes espaces agricoles réorganisés, découpés, rationalisés. Les anciennes parcelles ont été redessinées, les repères ont disparu. Vous ne travaillez plus pour votre famille, ni même pour votre village. Vous travaillez pour l'organisation, pour un objectif abstrait, toujours présenté comme vital, urgent, non négociable. Le premier jour, on vous attribue des outils. Simples, souvent usés. Une houe, parfois une pelle, rien de plus. On vous montre les rangées, les canaux d'irrigation, les zones Tafronsk à défricher. Les consignes sont claires, travaillez du lever du soleil jusqu'à la nuit, sans plainte, sans ralentir, avec discipline. Le soleil devient votre maître. Dès l'aube, il est déjà présent. Il chauffe la peau, puis brûle. Vous sentez la sueur couler le long de votre dos, imprégner vos vêtements, alourdir chaque mouvement. Les muscles peu habitués à cet effort continu protestent rapidement. Les mains s'ouvrent, se couvrent d'ampoules, puis de plaies. On n'a pas le temps de les soigner. On serre les dents, on continue. Autour de vous, les autres avancent au même rythme. Personne ne se distingue vraiment. Les visages sont concentrés, fermés. On ne parle presque pas. Parler, c'est perdre de l'énergie. Et l'énergie est devenue une ressource rare. Vous apprenez à économiser chaque geste, chaque respiration. Le travail est répétitif. Creuser, repiquer, porter, recommencer. Les journées semblent interminables. Le temps ne se mesure plus en heures, mais en douleurs. Une douleur sourde dans le bas du dos, une brûlure dans les épaules, une fatigue qui ne disparaît jamais complètement, même après une nuit de sommeil trop courte sur un sol dur. On vous dit que ce travail est noble, qu'il purifie, qu'il vous rapproche de la vraie vie. Mais très vite,
Vous comprenez que la Terre n'est plus un lieu de transmission ou de subsistance. Elle est devenue un outil de contrôle. Chaque rang de riz, chaque canal creusé est une preuve d'obéissance. On ne vous demande pas si vous savez faire, on vous ordonne de faire. Et si vous ne suivez pas le rythme, on vous le rappelle. Parfois, un responsable passe entre les rangées. Il observe, il note mentalement. Un regard suffit à faire accélérer les gestes. Vous sentez la pression constante, même sans cri. L'idée que votre valeur se mesure désormais uniquement à votre capacité à produire. La faim arrive vite. Les rations sont maigres. Un peu de riz, parfois une soupe claire ou flottent quelques feuilles. Cela ne suffit pas à compenser l'effort. L'estomac gargouille en permanence. La tête tourne parfois. Vous apprenez à travailler avec cette sensation de vide, à l'ignorer autant que possible. Certains mâchent des tiges, d'autres avalent un peu l'eau pour tromper la faim. Le soir, quand le travail cesse enfin, il n'y a pas de véritable repos. On vous rassemble, on compte encore, on rappelle les objectifs du lendemain. Les corps sont trop fatigués pour protester. Vous vous asseyez ou vous vous allongez en silence. Les conversations sont rares. Chacun est enfermé dans sa propre lutte contre l'épuisement. Vous repensez parfois à votre ancienne vie, à la façon dont le travail avait un sens différent, à la possibilité de s'arrêter, de choisir, de décider. Mais ces pensées sont dangereuses. Vous les chassez rapidement. Ici, comparer le passé au présent ne sert qu'à augmenter la souffrance. Alors, vous vous concentrez sur l'instant, sur le prochain geste, sur la prochaine respiration. Les jours s'enchaînent, les corps s'affinent, les visages se creusent, certains tiennent, d'autres faiblissent. Quand quelqu'un ne peut plus suivre, il disparaît souvent du groupe, sans explication. On vous dit qu'il a été transféré. Vous comprenez, sans qu'on ait besoin de vous le dire clairement, qu'il vaut mieux ne pas poser de questions. Peu à peu, vous devenez ce que l'Ankar attend de vous. Une force de travail silencieuse, disciplinée, interchangeable. Vous apprenez à vivre dans l'effort constant, à mesurer vos journées à la quantité de fatigue supportable. Et tandis que vos mains s'enfoncent dans la terre, vous sentez que ce travail n'est pas seulement destiné à produire du riz. Il est aussi conçu pour vous vider. Vous vider de votre énergie, de votre passé, de votre identité. Vous êtes devenu paysan selon les règles de l'organisation. Et ce n'est que le début. Les semaines passent, mais vous ne les comptez plus vraiment. Le temps n'a plus la même forme. Il n'est plus fait de jours distincts, mais d'une longue continuité d'efforts, de fatigue et de gestes répétés. Chaque matin ressemble au précédent. Chaque soir se confond avec celui d'avant. Vous vivez désormais dans une sorte de présent permanent, étroit, où seul compte la capacité à tenir encore un peu. Le réveil se fait avant l'aube. Souvent, un bruit sec, une voix qui appelle, un mouvement collectif. Vous ouvrez les yeux alors que le corps n'a pas récupéré. Les muscles sont encore lourds, douloureux. Les articulations semblent rouillées. Vous vous levez pourtant parce que rester allongé n'est pas une option. Autour de vous, les autres se redressent aussi, lentement, avec cette même résignation silencieuse. Personne ne se plaint à voix haute. La plainte est devenue inutile, presque dangereuse. On marche vers les champs dans la pénombre. L'air est parfois un peu plus frais, et cette fraîcheur passagère est presque un soulagement. Vous respirez profondément, comme pour faire des réserves avant que la chaleur ne s'abatte à nouveau. Les premiers oiseaux chantent. La nature, elle, semble indifférente à ce qui se joue ici. Le travail commence aussitôt. Creuser des canaux, redresser des digues, repiquer des plants de riz. Encore et encore, pencher pendant des heures. La posture est éprouvante. Le dos brûle, les jambes tremblent, les mains s'engourdissent. Parfois, une douleur vive traverse le bras ou l'épaule, mais vous apprenez à ne pas y prêter attention. La douleur devient un bruit de fond, toujours présent, mais que l'on finit par intégrer. Les responsables passent régulièrement. Ils observent, comparent, désignent parfois un rang mal aligné, un rythme jugé trop lent. Les remarques sont brèves, tranchantes. Il n'y a pas besoin de crier. La simple possibilité d'une sanction suffit à maintenir la cadence. Vous comprenez que la lenteur est perçue comme une faute morale. Être fatigué n'est pas une excuse.
Être malade est suspect, être faible est presque un crime. Quand quelqu'un s'effondre, le travail ne s'arrête pas vraiment. On l'écarte, on le relève parfois. S'il ne peut pas continuer, on l'emmène. Vous ne savez pas toujours où. Vous ne demandez pas. Vous détournez le regard et vous reprenez votre tâche, le cœur serré, avec cette pensée obsédante. Ne pas être le prochain. La nourriture arrive en milieu de journée. Quand elle arrive, une ration identique pour tous, en théorie. Un bol de riz clair, parfois accompagné d'une soupe si liquide qu'elle semble presque symbolique. Vous mangez vite, sans parler, conscient que ce moment est court. La faim ne disparaît jamais vraiment. Elle se transforme en une présence constante, une sorte de creux douloureux qui accompagne chaque mouvement. Vous apprenez à reconnaître les signes de la sous-alimentation. Les vertiges soudains, les jambes qui flanchent, les pensées qui deviennent plus lentes, plus confuses. Malgré cela, on vous demande toujours plus. L'après-midi est souvent le moment le plus difficile. La chaleur est écrasante. L'air semble immobile. La sueur ne s'évapore plus. Les insectes tournent autour de vous. Vous sentez parfois votre vision se troubler légèrement. Vous clignez des yeux. Vous continuez. S'arrêter serait remarqué. Le soir, quand enfin le travail cesse, vous êtes vidé. Complètement. Vous rentrez au campement sans vraiment sentir vos pieds toucher le sol. Le corps fonctionne par automatisme. On vous compte à nouveau. On rappelle les règles. On évoque les objectifs du lendemain. Vous écoutez à peine. Votre esprit est déjà ailleurs, tourné vers le simple désir de vous allonger. La nuit, pourtant, n'apporte pas toujours le repos espéré. Vous vous allongez sur des nattes rudimentaires, parfois directement sur la terre. Autour de vous, des respirations lourdes, des soupirs, quelques gémissements étouffés. Le silence est ponctué par les bruits de la campagne, mais aussi par une tension diffuse. Vous savez que même la nuit n'est pas totalement sûre. Des gens peuvent être appelés, emmenés, interrogés. Alors vous dormez d'un sommeil léger, entrecoupé de réveils. Le corps est épuisé, mais l'esprit reste aux aguets. Peu à peu, vous sentez votre rapport à vous-même changer. Vous ne vous définissez plus par ce que vous aimez, ni par ce que vous saviez faire avant. Vous vous définissez par votre capacité à tenir une journée de plus, à ne pas attirer l'attention, à rester dans la moyenne, ni trop visible, ni trop effacé. Vous commencez à comprendre que ce travail n'a pas seulement pour but de nourrir le pays. Il sert aussi à briser les individus, à les rendre interchangeables, prévisibles, à effacer toute singularité. Et pourtant, malgré l'épuisement, malgré la faim, quelque chose persiste encore en vous, une volonté ténue, un instinct de survie. Peut-être même, très profondément enfoui, le refus silencieux de disparaître complètement. Vous vous accrochez à de petites choses, un regard échangé, un geste d'entraide discret, un souvenir que vous gardez pour vous seul. Demain, vous retournerez dans les champs. Demain, le soleil se lèvera encore. Et vous continuerez parce que continuer est devenu votre seule manière d'exister. La faim n'arrive pas d'un seul coup. Elle s'installe doucement, presque discrètement, comme une présence que l'on apprend d'abord à ignorer. Au début, ce n'est qu'un léger tiraillement dans le ventre, une sensation familière après une journée de travail. Puis, jour après jour, elle devient autre chose, plus profonde, plus constante. Elle ne disparaît plus après le repas, parce que le repas n'en est plus vraiment un. Vous apprenez très vite que manger n'est plus un droit, mais une variable. Les rations sont décidées ailleurs, par des personnes que vous ne voyez pas, selon des critères que vous ne connaissez pas. En théorie, tout le monde reçoit la même chose. En pratique, la quantité varie, selon le rendement, selon l'humeur des responsables, selon des règles implicites que vous tentez de deviner sans jamais en être sûr. Le bol arrive. Un bol de riz, souvent clair, parfois presque translucide. Parfois une soupe, où flottent quelques feuilles, quelques tiges, rarement plus. Vous mangez lentement, non pas pour savourer, mais pour faire durer. Chaque bouchée est comptée, presque respectée. Vous sentez le riz gonfler dans l'estomac sans vraiment le remplir. Le corps réclame autre chose, davantage, mais il n'y a rien à négocier.
Vous avalez en silence, conscient que ce moment est à la fois vital et insuffisant. Autour de vous, personne ne se plaint à voix haute. La plainte ne remplit pas un estomac vide. Elle attire seulement l'attention. Très vite, la faim devient un filtre à travers lequel vous percevez le monde. Les odeurs prennent une importance nouvelle. Une simple cuisson au loin, une vapeur qui s'élève, une rumeur de nourriture. Votre esprit s'y accroche immédiatement. Vous remarquez des détails que vous auriez ignorés autrefois. Une herbe comestible, une racine, un insecte. Certains prennent des risques. Ils glanent en secret un escargot, un crabe attrapé dans un fossé, une poignée de feuilles. Mais ces gestes sont dangereux. Être surpris avec de la nourriture non autorisée peut être interprété comme un vol à l'organisation. Et voler l'encart est une faute grave. Alors, beaucoup hésitent. La peur rivalise avec la faim. Le corps change. Vous perdez du poids. Les vêtements flottent, les visages s'affinent, puis se creusent. Les clavicules apparaissent, les joues se vident, les forces diminuent, les gestes deviennent plus lents, même quand vous faites tout pour les garder efficaces. Parfois, vous vous surprenez à rêver de repas anciens, simples mais suffisants. Du riz chaud, des légumes, un goût oublié. Ces pensées vous réconfortent un instant, puis vous font souffrir davantage. La faim ne touche pas seulement le corps, elle modifie l'esprit. Vous avez du mal à vous concentrer. Les consignes simples demandent un effort. Les mots vous échappent parfois. La colère surgit plus facilement, puis retombe aussitôt, faute d'énergie pour la maintenir. Vous devenez plus silencieux, plus intérieur. La survie absorbe presque tout l'espace mental. Dans les coopératives, on parle de rendement, de quotas, de production pour la nation. On vous explique que la nourriture viendra plus tard, quand le pays sera fort, quand la révolution aura porté ses fruits. Ces promesses sont répétées comme des mantras. Vous écoutez sans vraiment y croire, mais vous n'avez pas d'autres récits auxquels vous accrocher. Certains tombent malades, la sous-alimentation affaiblit les corps, les infections guérissent mal, les blessures s'infectent, les fièvres durent. On continue pourtant de travailler tant que l'on tient debout. Être malade n'est pas une excuse reconnue. C'est souvent une accusation implicite, celle de ne pas être assez fort, assez dévoué. Vous observez les autres discrètement, vous comparez, vous cherchez des signes. Qui maigrit trop vite, qui ralentit, qui tousse trop souvent. Vous comprenez que la faim n'est pas seulement une conséquence du système. Elle en est un outil, un moyen de maintenir les corps dans un état de dépendance permanente, trop fatigués pour se révolter, trop affamés pour penser au-delà de la prochaine ration. Le soir, allongé, l'estomac vide, vous essayez de trouver une position qui atténue la douleur. Vous buvez de l'eau, quand il y en a, pour tromper un peu la sensation. Vous écoutez votre propre respiration, lente, irrégulière. Vous sentez votre cœur battre plus faiblement qu'avant. Et malgré tout, le lendemain, vous vous levez encore. Vous allez au champ, vous travaillez, vous attendez le bol. La faim est devenue votre compagne constante. Elle marche avec vous, elle dort avec vous, et vous comprenez peu à peu qu'elle n'est pas là par accident. Elle fait partie du système. Elle façonne les corps et les esprits, jour après jour, jusqu'à ce que survivre devienne un exploit silencieux, presque invisible. Et ce n'est que le début. Avec le temps, la faim cesse d'être une sensation passagère. Elle devient un état, un fond permanent sur lequel tout le reste vient se greffer. Vous vous réveillez avec elle, vous travaillez avec elle, vous vous endormez avec elle. Elle ne disparaît jamais vraiment, même après avoir mangé. Elle se contente de se taire quelques instants, comme pour vous rappeler qu'elle est toujours là, qu'elle peut revenir plus forte à tout moment. Les rations diminuent encore, parfois sans annonce, parfois sans explication, simplement parce que l'organisation l'a décidé. Vous observez le fond de votre bol avec une attention presque douloureuse. Vous apprenez à reconnaître, au premier regard, si la portion est un peu plus maigre que la veille. Vous calculez mentalement. Vous essayez de répartir les bouchées pour que le repas dure plus longtemps, même si cela ne change rien au résultat final. La faim aiguise l'imagination. Vous pensez à la nourriture plus que vous ne l'auriez cru possible. Pas de façon gourmande, mais obsessionnelle. Vous vous surprenez à repasser mentalement des recettes simples, presque dérisoires. Du riz bien cuit, un bouillon un peu épais, des légumes sautés.
Ces images prennent une place immense dans votre esprit, comme si votre corps essayait de se souvenir de ce qu'était la satiété. Autour de vous, les comportements changent. Certains deviennent plus nerveux, d'autres se referment complètement. Les discussions se raréfient encore. La faim rend méfiant, elle rend irritable, elle isole. Vous sentez parfois une colère sourde monter en vous, sans cible précise. Puis, elle retombe aussitôt, faute de force pour s'exprimer. La survie consomme tout. Il arrive que des conflits éclatent, pour presque rien. Un regard, une parole mal interprétée, un soupçon de favoritisme dans la distribution des rations. Mais ces tensions sont vite étouffées. Les responsables interviennent, rappellent les règles, menacent de sanctions. La peur reprend sa place. Certains tentent encore de compléter leur ration. Ils connaissent au mieux les environs maintenant. Ils savent où trouver des racines comestibles, des insectes, parfois de petits animaux. Ces gestes se font en cachette, souvent la nuit, malgré l'épuisement. Le risque est énorme. Être pris avec de la nourriture non autorisée peut mener à une punition sévère. Pourtant, la faim pousse à tenter. Elle réduit la peur, ou du moins la met en concurrence avec un autre danger, celui de mourir lentement. Vous hésitez souvent, pesez le risque, évaluez vos forces, choisir entre la peur immédiate et l'épuisement à long terme. Le travail, lui, ne diminue pas. Au contraire, on vous demande toujours plus. Les quotas restent levés, comme si les corps affaiblis pouvaient produire autant que des corps nourris. Vous sentez vos forces décliner. Monter une digue devient plus difficile. Porter une charge demande un effort démesuré. Vous vous concentrez sur la mécanique des gestes, sur l'économie du mouvement, pour ne pas gaspiller d'énergie. Certains tombent. Ils s'effondrent dans les champs, victimes d'un malaise, d'une faiblesse trop grande. On les relève parfois, on les secoue, on leur ordonne de continuer. S'ils n'y parviennent pas, ils sont emmenés ailleurs. Vous ne les revoyez pas. Vous intégrez cette disparition comme une possibilité réelle, quotidienne. La nuit, la faim empêche parfois de dormir. L'estomac se contracte. Le corps cherche une position qui soulage, sans succès. Vous buvez de l'eau, quand il y en a, pour remplir un peu le vide. Vous écoutez les respirations autour de vous, certaines sifflantes, d'autres trop rapides. Vous comprenez que vous n'êtes pas seul à lutter contre ce manque. Et pourtant, au milieu de cette pénurie organisée, de rares gestes de solidarité subsistent. Un voisin qui glisse une bouchée, une mère qui partage sa ration avec son enfant, un regard qui dit « Tiens encore ». Ces gestes sont minuscules, mais ils prennent une importance immense. Ils rappellent que, malgré tout, l'humanité n'a pas totalement disparu, qu'elle survit dans les interstices, là où l'organisation ne regarde pas toujours. Vous vous accrochez à ces signes, car la faim n'est pas seulement une souffrance physique, elle est une épreuve morale. Elle vous confronte à vos limites, à vos peurs, à vos choix. Elle vous force à redéfinir ce qui est essentiel. Tenir un jour de plus. Garder assez de force pour travailler demain. Ne pas perdre totalement votre capacité à ressentir autre chose que le manque. Jour après jour, la nourriture devient un enjeu central, presque exclusif. Tout s'organise autour d'elle. Les pensées, les espoirs, les stratégies silencieuses. Et tandis que votre corps s'affaiblit, vous comprenez que ce régime ne cherche pas seulement à produire du riz. Il cherche à produire des êtres dociles, dépendants, préoccupés par leur survie immédiate. La faim vous façonne, elle vous épuise. Mais tant que vous respirez encore, tant que vous vous levez chaque matin, vous continuez à lutter, intérieurement, contre l'effacement total. Demain, il faudra encore manger, ou presque. À mesure que les corps s'affaiblissent, l'encart s'attaque plus ouvertement à ce qui reste invisible, les pensées. Vous comprenez peu à peu que le travail et la faim ne suffisent pas. Il faut aussi transformer ce qui se passe à l'intérieur, modifier la manière dont vous percevez le monde, les autres et vous-même. La rééducation ne porte pas ce nom. On parle plutôt d'apprentissage, de clarification, de progrès idéologique. Mais vous sentez bien qu'il s'agit d'autre chose. Les réunions deviennent plus fréquentes. Elles ont lieu après le travail, quand les corps sont déjà épuisés. Vous vous asseyez sur le sol, en rang serré,
Le ciel s'assombrit lentement au-dessus de vous. Les insectes bourdonnent. La fatigue rend chaque position inconfortable. Mais personne n'ose bouger. Un responsable parle. Il répète des phrases simples, presque enfantines. La révolution est juste. L'Ankar protège le peuple. L'ancien monde était corrompu. Ces mots reviennent soir après soir, identiques, comme s'ils avaient été gravés. Vous les entendez tant de fois qu'ils commencent à perdre leur sens précis. Ils deviennent des sons familiers, presque rassurants par leur répétition. Vous comprenez que l'objectif n'est pas de convaincre par l'argument, mais d'user par la constance. On vous demande ensuite de prendre la parole. Pas tous, pas toujours, mais assez souvent pour maintenir une pression permanente. Il faut raconter sa journée, reconnaître ses erreurs, admettre ses pensées incorrectes. Au début, vous ne savez pas quoi dire. Vous observez les autres. Vous apprenez vite que le silence est mal vu, mais que trop de détails le sont aussi. Il faut trouver un équilibre fragile, se critiquer sans se dénoncer vraiment, montrer que l'on progresse sans se distinguer. Vous parlez donc de fatigue, de lenteur, d'un manque de compréhension idéologique. Ces aveux deviennent des formules presque automatiques. Vous les prononcez d'une voix calme, mesurée. Vous sentez parfois votre propre discours vous échapper, comme si vous répétiez les mots de quelqu'un d'autre. Et d'une certaine façon, c'est le cas. L'autocritique n'est pas un moment de vérité, c'est un rituel. Un rituel destiné à briser la frontière entre ce que vous pensez et ce que vous dites. À rendre suspect tout ce qui n'est pas conforme. À vous habituer à exposer votre intimité mentale sous le regard collectif. Peu à peu, vous commencez à vous surveiller vous-même, même quand personne ne regarde. Le langage change encore. Certains mots disparaissent de votre vocabulaire. D'autres deviennent obligatoires. Vous parlez de camarades, jamais d'amis, de travail révolutionnaire, jamais de fatigue. Vous remarquez que les enfants s'adaptent plus vite. Ils répètent les slogans avec sérieux. Ils dénoncent parfois sans comprendre. Leur monde est déjà différent. Vous les observez avec un mélange de tristesse et d'inquiétude. Vous comprenez que la rééducation vise aussi à couper la transmission entre générations. Les anciens deviennent silencieux. Les plus instruits se font discrets. Les souvenirs deviennent dangereux. On vous rappelle régulièrement que l'Ankar sait tout, que rien ne lui échappe, que même vos pensées peuvent être perçues. Cette idée s'installe lentement, mais profondément. Vous commencez à douter de votre propre intimité intérieure. Vous vous demandez si penser est encore sans conséquence. La peur change de nature. Ce n'est plus seulement la peur d'une sanction visible. C'est la peur de soi-même, de ses propres pensées, de ses propres souvenirs. Vous apprenez à les étouffer dès qu'ils surgissent. Une image d'avant, une chanson, un mot étranger. Vous les chassez aussitôt, comme on écrase un insecte. Trop dangereux, trop risqué. Et pourtant, malgré cette pression constante, la rééducation n'est jamais totale. Elle avance par couches successives. Certains y adhèrent sincèrement, d'autres font semblant. Beaucoup oscillent entre les deux, sans toujours savoir où ils se situent eux-mêmes. Vous continuez d'écouter, de répéter, de hocher la tête. Le soir, quand vous vous allongez enfin, épuisé, vous essayez de faire le vide, de ne penser à rien, de laisser le sommeil venir. Mais parfois, une question surgit malgré vous. Jusqu'où peut-on aller sans se perdre entièrement ? Vous n'avez pas la réponse. Vous savez seulement qu'ici, penser différemment est devenu un acte dangereux. Et que demain, la rééducation continuera. Avec le temps, vous ne distinguez plus clairement ce qui vient de vous et ce qui vous a été inculqué. Les pensées semblent parfois surgir toutes seules, comme des réflexes. Une phrase de l'Ankar apparaît dans votre esprit avant même que vous ayez formulé une objection. Vous en prenez conscience, et cette prise de conscience vous effraie presque autant que la pensée elle-même. La rééducation ne se limite plus aux réunions officielles. Elle envahit le quotidien. Dans les champs, on vous rappelle les slogans pendant le travail. Dans les rangs, quelqu'un corrige une attitude jugée incorrecte. Le soir, une remarque glissée l'air de rien devient un avertissement. Tout devient pédagogique, au sens le plus dur du terme. Vous sentez que le regard des autres a changé. Chacun observe chacun. Non pas toujours par conviction, mais par nécessité. On ne sait jamais qui doit rendre des comptes,
Qui a été chargé d'écouter? Qui cherche à prouver son zèle pour se protéger lui-même? La peur circule, fluide, presque invisible. Vous adaptez votre comportement. Votre visage devient plus neutre, vos réactions plus mesurées, vos émotions plus enfouies. Rire trop fort est suspect. Avoir l'air triste est suspect. Être trop silencieux ou trop expressif peut attirer l'attention. Alors vous cherchez la moyenne parfaite, ce point d'équilibre fragile où l'on existe sans exister vraiment. Vous devenez attentif aux moindres détails. Votre posture pendant les réunions, votre regard quand un responsable parle, la rapidité avec laquelle vous acquiescez. Les autocritiques se perfectionnent. Vous apprenez à reconnaître les fautes attendues. La nostalgie de l'ancien monde, l'attachement à la famille, l'individualisme, vous les évoquez sans trop de conviction, mais avec assez de sérieux pour être crédible. Vous montrez que vous avez compris, ou du moins que vous avez compris ce que l'on attend de vous. Parfois, on vous demande de parler des autres, de signaler un comportement étrange, une phrase mal formulée, une attitude insuffisamment enthousiaste. Ces moments sont parmi les plus éprouvants. Vous sentez le piège se refermer doucement. Refuser peut être interprété comme une complicité. Accuser peut condamner quelqu'un. Alors, vous usez de généralités. Vous parlez sans nommer, vous restez flou. Vous espérez que cela suffira. Mais vous savez que certains n'ont pas cette retenue. La rééducation produit aussi des convaincus. Des personnes qui adhèrent réellement, qui trouvent dans l'idéologie une explication simple à leur souffrance. Ils répètent les slogans avec ferveur. Ils dénoncent sans hésiter. Ils semblent sincèrement croire que le sacrifice présent est nécessaire pour un avenir radieux. Vous les observez avec inquiétude, car ceux-là sont imprévisibles. Ils n'agissent pas seulement par peur, ils agissent par conviction. Les enfants, surtout, changent rapidement. Ils apprennent les chants révolutionnaires. Ils corrigent les adultes. Ils répètent ce qu'ils entendent, parfois sans comprendre la portée de leurs mots. Vous comprenez alors que l'encart ne cherche pas seulement à contrôler le présent, mais à façonner l'avenir, à créer une génération pour qui l'ancien monde n'existera plus que comme une erreur à ne pas reproduire. Votre propre passé devient flou. Les souvenirs s'estompent, ou plutôt, vous les rangez si profondément que vous n'osez plus les regarder. Parfois, la nuit, un détail remonte malgré vous. Une odeur, une voix, une image précise. Votre cœur se serre. Vous ressentez une douleur étrange, presque physique. Non seulement parce que ce souvenir est interdit, mais parce qu'il vous rappelle ce que vous étiez et ce que vous n'êtes plus autorisé à être. Vous vous forcez alors à penser à autre chose, au travail du lendemain, à la fatigue, à la survie. La rééducation atteint son but le plus subtil. Elle vous fait participer à votre propre effacement. Vous devenez à la fois surveillé et surveillant, élève et gardien, victime et rouage. Ce glissement se fait sans bruit, sans rupture nette. Un jour, vous réalisez simplement que vous avez cessé de penser certaines choses. Et cette réalisation vous glace, car si l'encart peut transformer ainsi l'intérieur des êtres, que reste-t-il de véritablement intouchable? Où se cache encore votre liberté, si même vos pensées doivent être conformes? Vous n'avez pas le luxe de répondre à ces questions. Demain, il faudra encore travailler. Demain, il faudra encore écouter. Demain, il faudra encore apprendre à penser correctement. Alors vous respirez lentement. Vous fermez les yeux. Vous vous préparez à continuer. Car dans ce monde, survivre ne consiste plus seulement à garder son corps en vie. Il s'agit aussi de préserver, quelque part, très profondément enfoui, un fragment de soi que la rééducation n'a pas encore atteint. À un moment, sans annonce officielle, l'atmosphère change encore. Ce n'est pas une rupture franche, mais une crispation, une tension supplémentaire qui s'ajoute aux autres, comme si l'air devenait plus difficile à respirer. Vous sentez que quelque chose se resserre. Les réunions prennent un ton plus grave. Les mots employés sont plus durs. On parle davantage d'ennemis, d'éléments infiltrés, de traîtres qui se cacheraient au sein même du peuple. L'encart, dit-on, doit se purifier pour rester forte. Et cette purification passe par l'élimination de ceux qui menacent la révolution de l'intérieur. Vous comprenez alors que plus personne n'est à l'abri. Jusqu'ici, vous pensiez qu'en obéissant, en vous effaçant, en travaillant sans relâche,
Vous pouviez espérer une forme de sécurité relative. Cette illusion se fissure. Les critères deviennent flous, instables. Ce qui était acceptable hier peut devenir suspect aujourd'hui. Un mot mal choisi, un passé mal dissimulé, une dénonciation, même vague, les purges commencent discrètement. Un soir, un nom est appelé, puis un autre, puis encore un. Les personnes désignées se lèvent, souvent sans comprendre. Elles sont emmenées à l'écart. On vous dit qu'il s'agit d'un transfert, d'un interrogatoire, d'une vérification. Le ton est calme, presque administratif. Mais ceux qui partent ne reviennent pas. Vous commencez à compter les absents. Un homme avec qui vous travailliez depuis des mois. Une femme qui partageait parfois un regard solidaire. Un adolescent trop curieux peut-être. Chaque disparition est un choc silencieux. Vous n'en parlez pas. Personne n'en parle. Mais chacun le remarque. Et chaque fois, une même question muette traverse les esprits. Qui sera le prochain ? La peur change encore de forme. Ce n'est plus seulement la peur d'être puni pour une faute, c'est la peur d'être désigné sans raison claire. La peur arbitraire. Vous comprenez que la logique n'est plus votre allié, que même faire tout correctement ne garantit rien. Cela vous oblige à une vigilance extrême, presque impossible à maintenir. Vous surveillez vos paroles, mais aussi vos pensées, vos expressions, vos silences. La confiance disparaît presque entièrement. Vous ne savez plus à qui parler. Même les liens les plus anciens deviennent fragiles. Une phrase innocente peut être rapportée, un soupir peut être interprété. Chacun est pris dans un dilemme cruel, se taire pour survivre ou parler pour se protéger en accusant les autres. Certains choisissent de dénoncer, pas toujours par cruauté, souvent par peur, parfois pour détourner l'attention. Ces dénonciations peuvent être vagues, mais elles suffisent. Un responsable écoute, prend note, observe. Puis, un jour, le nom est prononcé. Vous assistez à la scène, impuissant, avec cette sensation terrible de participer malgré vous, simplement par votre présence. Les purges touchent aussi les cadres locaux. Des responsables disparaissent à leur tour. Ceux qui semblaient sûrs d'eux, convaincus, zélés. Leur chute vous apprend une chose essentielle. Personne n'est indispensable. Personne n'est intouchable. L'encart se nourrit de cette instabilité. Elle entretient l'incertitude pour mieux régner. Le travail continue pourtant. Les champs n'attendent pas. Les quotas restent les mêmes. La fatigue s'accumule. Mais désormais, un poids supplémentaire pèse sur chaque geste. La conscience que la survie ne dépend plus seulement de votre endurance, mais aussi du regard des autres. Vous devenez attentif aux moindres changements d'attitude autour de vous. Un voisin plus silencieux. Un responsable plus insistant. Une réunion imprévue. La nuit, le sommeil est encore plus fragile. Chaque bruit vous réveille, des pas, une voix lointaine, un appel. Vous vous demandez, en ouvrant les yeux dans l'obscurité, si c'est pour vous. Votre cœur bat plus vite. Vous écoutez, immobile. Quand le silence revient, le soulagement est bref, car vous savez que cela peut arriver demain, ou après-demain. Dans ce climat, l'humanité se replie sur elle-même. Les gestes de solidarité deviennent plus rares, plus prudents. Aider quelqu'un peut vous lier à lui, et donc vous exposer. Même la compassion devient risquée. Vous apprenez à ressentir sans montrer, à compatir sans agir, à survivre dans une forme de solitude peuplée d'ombre. Vous comprenez que les purges ne servent pas seulement à éliminer des opposants réels ou imaginaires. Elles servent à briser définitivement les liens, à empêcher toute forme de confiance durable, à faire de chacun un être isolé, dépendant uniquement de l'organisation. Et pourtant, malgré la peur, malgré les absences qui s'accumulent, vous êtes encore là. Chaque matin où vous vous réveillez est une victoire silencieuse. Chaque soir où vous vous allongez sans avoir été appelé est un répit. Vous vivez désormais avec cette certitude lourde. Survivre ne signifie plus seulement travailler et obéir. Cela signifie traverser un monde où l'arbitraire règne, où la menace peut surgir à tout instant, sans avertissement. Et la purge, vous le sentez, n'a pas encore atteint son apogée. Avec le temps, vous comprenez que la purge n'est pas un épisode passager. Elle devient un état permanent, une mécanique qui s'auto-entretient, se nourrit d'elle-même et ne semble jamais devoir s'arrêter. L'ennemi n'est plus seulement extérieur,
ni même identifiable. Il est partout, potentiel, invisible. Il peut être votre voisin, il peut être vous. Les réunions changent encore de nature. On n'y parle plus seulement de progrès ou de vigilance. On y parle de complot, de sabotage, de pensées contre-révolutionnaires dissimulées. Les mots deviennent plus abstraits, mais plus lourds. On accuse des intentions, pas seulement des actes. Avoir douté devient aussi grave qu'avoir agi. Avoir hésité est présenté comme une trahison. Vous comprenez que le simple fait d'exister avec une vie intérieure est désormais risqué. Les interrogatoires se multiplient. Ils ne sont pas toujours violents, pas toujours visibles. Parfois, on vous convoque à l'écart. On vous pose des questions simples, presque banales. D'où venez-vous? Qui étaient vos parents? Que faisiez-vous avant? Les mêmes questions, encore et encore, à des jours d'intervalle. Vous sentez qu'on cherche les incohérences, les failles, les oublis. Vous répondez avec prudence, toujours de la même manière, toujours avec les mêmes mots. Comme une récitation apprise par cœur. Malgré cela, vous savez que cela peut ne pas suffire. Car les purges ne répondent pas toujours à une logique rationnelle. Elles obéissent aussi à des rivalités internes, à des peurs, à des soupçons amplifiés. Un responsable qui veut prouver son zèle, un autre qui veut détourner l'attention, et soudain, un nom tombe. Parfois, c'est quelqu'un d'irréprochable, quelqu'un qui travaillait bien, quelqu'un de discret, quelqu'un qui ne faisait pas parler de lui. Ces disparitions-là sont les plus terrifiantes. Elles détruisent l'illusion qu'il existe une conduite sûre. Vous comprenez alors que le système n'est pas seulement injuste, il est volontairement instable. Il maintient chacun dans un état d'insécurité permanente, où la peur remplace toute autre motivation. La nuit, les enlèvements sont plus fréquents. Des pas dans l'obscurité, une lampe, un nom murmuré, puis répété plus fort. Vous entendez parfois des pleurs étouffés, des protestations brèves, puis plus rien. Le lendemain, l'espace laissé vide et visible. Une natte, un bol, un outil abandonné. Personne n'en parle, mais tout le monde sait. Vous commencez à faire des listes mentales. Ceux qui ont disparu, ceux qui semblent menacés, ceux qui, étrangement, survivent. Vous remarquez que certains s'endurcissent. Ils deviennent froids, presque mécaniques. Ils parlent le langage de l'Ankar avec une aisance inquiétante. Ils anticipent les accusations, dénoncent avant d'être dénoncés. Ce sont souvent eux qui restent. Vous ne savez pas s'ils croient réellement ou s'ils n'ont simplement appris à survivre mieux que les autres. Vous, de votre côté, vous vous effacez encore davantage. Vous parlez peu. Vous évitez les discussions idéologiques. Vous acceptez les accusations collectives sans protester. Cette stratégie ne vous protège pas complètement, mais elle vous donne l'impression de réduire les risques. Vous vivez dans un calcul permanent, épuisant, où chaque interaction est évaluée en termes de danger potentiel. La peur finit par engourdir certaines émotions. La tristesse devient lointaine. La colère se dissout. Même l'indignation s'use. Ce n'est pas que vous ne ressentez plus rien. C'est que ressentir devient trop coûteux, trop dangereux. Alors vous vous repliez dans une forme de survie intérieure, minimale. Respirer, travailler, dormir, recommencer. Et pourtant, malgré cet écrasement, il arrive que quelque chose vous surprenne. Un regard échangé au moment d'un départ, un geste discret de compassion, un silence partagé, lourd de sens. Ces instants sont rares, mais ils existent. Ils vous rappellent que, même dans un système fondé sur la peur et la trahison, l'humanité ne disparaît jamais complètement. Elle se cache, elle se tait, elle attend. Vous comprenez alors que les purges ne cherchent pas seulement à éliminer. Elles cherchent à transformer, à faire de chacun un être méfiant, fragmenté, coupé des autres, à détruire toute possibilité de solidarité durable. Et pourtant, vous êtes encore là. Chaque jour sans accusation est un sursis. Chaque nuit sans appel est une victoire discrète. Vous avancez dans ce monde instable, conscient que la survie dépend autant du hasard que de votre prudence. Vous savez que cela peut s'arrêter à tout moment, sans raison claire, sans explication. Mais tant que vous êtes encore debout, tant que vous pouvez encore penser, même en silence, vous continuez. Car dans ce monde de purge et de trahison, tenir un jour de plus
est déjà une forme de résistance invisible. Il existe un seuil invisible que l'on franchit sans toujours s'en rendre compte. Un moment où la peur cesse d'être diffuse pour devenir concrète, incarnée. Pour beaucoup, ce seuil porte un nom que l'on murmure à peine, comme s'il pouvait appeler le malheur, la prison. On ne vous dit pas toujours où l'on vous emmène. Parfois, on ne vous dit rien du tout. Cela commence souvent la nuit, des pas feutrés, une lampe qui balaye l'obscurité, votre nom, prononcé sans colère, sans urgence, juste un ordre. Vous vous levez, le cœur battant, avec cette sensation irréelle de quitter un monde pour un autre. Ah, vous n'avez pas le temps de préparer quoi que ce soit. On vous fait marcher, parfois les yeux bandés, parfois non. Le trajet semble long, même s'il ne l'est pas. Quand vous arrivez, le lieu n'a rien d'impressionnant. Un ancien bâtiment, souvent banal. Une école parfois. Des murs épais. Des couloirs étroits. Rien qui annonce clairement ce qui s'y passe. Et pourtant, dès l'entrée, vous sentez que l'air est différent, plus lourd, chargé d'une tension muette. Ici, le silence n'est pas apaisant. Il est menaçant. On vous enlève ce qu'il vous reste, vos effets personnels, parfois même votre nom. Vous devenez un dossier, un numéro, un cas à traiter. On vous installe dans une pièce étroite, sombre. Le sol est dur. L'odeur est forte, mélange de sueur, d'humidité, de peur ancienne. Vous entendez des bruits lointains, des portes, des pas. Parfois un cri, étouffé, vite interrompu. Ah, vous comprenez que cet endroit n'est pas fait pour détenir longtemps. Il est fait pour faire parler. Les interrogatoires commencent rapidement. Les questions portent sur votre passé, encore et encore. Vos origines, vos relations, vos pensées. On vous accuse de choses vagues, souvent absurdes. Espionnage, trahison, sabotage. Les mots sont lourds, mais les preuves inexistantes. On ne cherche pas la vérité. On cherche une confession. Au début, vous niez. Puis vous hésitez. Puis vous comprenez. Ce lieu fonctionne selon une logique implacable. Vous êtes coupable parce que vous êtes ici. Et si vous êtes ici, c'est que l'encart sait. Alors résister n'a pas de sens. Chaque refus entraîne une pression supplémentaire. La fatigue, la privation, la peur. Le temps se distord. Vous ne savez plus si cela fait des heures ou des jours. La lumière est rare, le sommeil fragmenté. Votre corps s'affaiblit rapidement. Votre esprit cherche une issue. Vous commencez à douter de vos propres souvenirs. À vous demander si, quelque part, vous n'avez pas réellement fauté. Les autres détenus restent invisibles, mais vous les sentez. Par des bruits, par des murmures, par cette présence humaine diffuse qui rend la solitude encore plus lourde. Certains finissent par avouer n'importe quoi. Non pas pour être libérés, mais pour que cela s'arrête. Vous comprenez alors que l'aveu n'est pas une fin, c'est une étape. Une fois la confession obtenue, on vous fait signer. Parfois avec votre empreinte, parfois sans que vous puissiez lire ce que vous signez. Votre histoire est désormais écrite par d'autres. Dans ces lieux, la mort n'est pas toujours immédiate. Elle est suspendue, présente mais différée. Vous vivez dans cet entre-deux insupportable, où chaque bruit peut annoncer la fin. Certains disparaissent après une nuit, d'autres restent plus longtemps sans comprendre pourquoi. Vous commencez à comprendre que ces prisons ne sont pas des anomalies. Elles sont au cœur du système. Elles permettent à l'encart de justifier les purges, de fabriquer des ennemis, de prouver qu'elle avait raison depuis le début. Vous êtes devenu une preuve de trahison, une preuve de vigilance, une preuve que la révolution se protège. Et dans l'obscurité de votre cellule, une pensée s'impose, glaciale. Ici, ce n'est pas seulement votre corps qui est emprisonné, c'est votre existence entière, réduite à un récit fabriqué, destiné à justifier votre disparition. Vous respirez lentement, vous attendez. Car dans ces murs, attendre est tout ce qu'il vous reste. Dans cet endroit, le temps ne suit plus aucune règle humaine. Il ne se mesure ni en jour, ni en nuit, mais en moments de tension et de relâchement. Un couloir qui s'anime, une porte qui grince, un pas qui s'arrête devant votre cellule. Puis, parfois, le silence revient, lourd, interminable, comme si l'air lui-même hésitait à bouger. Vous apprenez à écouter. Le moindre bruit devient un message, un ordre possible, une menace, une fin. Votre corps s'habitue à l'inconfort.
non pas parce qu'il le tolère, mais parce qu'il n'a plus le choix. La faim est là, toujours. La soif aussi, parfois. La position assise ou allongée sur le sol dur provoque des douleurs constantes. Vos muscles se crispent, votre peau colle à l'humidité. Votre esprit, lui, oscille entre lucidité et confusion. Et l'interrogatoire revient. On vous fait sortir, on vous guide. On vous installe sous une lumière trop forte ou dans une pièce trop sombre. Les questions reprennent, répétitives, insistantes. On vous demande les mêmes choses, mais avec de légères variations, comme pour vous pousser à l'erreur. Vous sentez que la moindre incohérence, même involontaire, sera utilisée contre vous. Vous tentez de vous accrocher à un récit stable, mais la fatigue rend tout fragile. Petit à petit, on vous pousse vers la confession. Vous comprenez que ce n'est pas vous qui choisissez ce que vous allez avouer. Ce sont eux. Ils suggèrent, ils orientent, ils insistent. Ils vous disent « Avoue que tu as travaillé pour l'ennemi. Avoue que tu as saboté. Avoue que tu as conspiré. » Au début, cela paraît absurde. Puis, au fil des heures et des jours, l'absurde devient presque plausible, simplement parce qu'on vous le répète sans relâche. Votre esprit cherche une sortie. Et la sortie la plus simple, parfois, c'est d'acquiescer. Vous commencez par de petites concessions, des détails sans importance. Puis on vous pousse plus loin. On vous demande des noms, des réseaux, des complices. Vous hésitez, vous comprenez le piège, mais on vous fait sentir que refuser n'est pas une option. On vous dit que l'encart sait déjà, que vous ne faites que retarder l'inévitable. Alors certains inventent. Ils donnent des noms au hasard. Ils citent des personnes croisées brièvement. Ils fabriquent des histoires pour satisfaire l'attente. Vous ressentez une honte profonde, une douleur intérieure qui se mêle à la peur. Vous savez que ces mots peuvent entraîner la disparition d'autres êtres humains. Mais vous êtes dans un état où l'instinct de survie écrase tout, où la morale devient un luxe inaccessible. Dans ces prisons, la violence n'est pas toujours bruyante. Elle peut être méthodique, froide, presque administrative. Elle vise à obtenir une trace écrite, une confession signée, un dossier complet. La souffrance devient un outil, non pas une explosion de rage, mais une procédure. Et au bout de cette procédure, il y a souvent une certitude silencieuse. La confession ne vous sauvera pas. Vous commencez à comprendre que l'issue est décidée d'avance. La confession sert à justifier, à archiver, à alimenter la machine. Elle transforme votre existence en document. Elle donne au système une apparence de logique. Vous n'êtes plus une personne, vous êtes un cas résolu. Parfois, dans les couloirs, vous apercevez d'autres détenus. Des silhouettes maigres, des regards perdus, des visages marqués. Vous ne pouvez pas leur parler, vous n'osez pas. Un échange de regards suffit à vous rappeler que vous partagez la même réalité, celle de l'attente. Attendre quoi? Une libération improbable, un transfert, ou la fin. La nuit, quand vous êtes ramené dans votre cellule, vous vous allongez avec une fatigue qui dépasse la fatigue. Une fatigue de l'âme, presque. Vous fermez les yeux, mais le sommeil est difficile. Les images reviennent, les questions tournent. Vous cherchez à vous rappeler votre vie d'avant, comme pour vous prouver que vous avez existé autrement. Mais même ces souvenirs semblent se dissoudre, comme si cet endroit dévorait le passé. Et puis, un jour, on ne vous interroge plus. On vous fait simplement lever. On vous attache parfois. On vous conduit dehors. L'air extérieur vous frappe, presque violent tant vous n'y êtes plus habitué. La lumière vous éblouit. Vous respirez plus fort, comme si vous vouliez remplir vos poumons de ce monde que l'on vous a retiré. Vous ne savez pas où l'on vous emmène. Mais au fond de vous, vous sentez que ce trajet-là n'est pas un transfert ordinaire. Les autres autour de vous sont silencieux. Les gardes ne parlent pas. Le mouvement est très rapide, décidé. Vous comprenez, sans qu'on ait besoin de vous le dire, que certains chemins ne ramènent pas. Ces prisons, comme S20 et 1, ne sont pas seulement des lieux de détention. Elles sont des usines à aveux, des fabriques de culpabilité. Elles permettent au régime de se nourrir de ses propres accusations, de purifier sans cesse un ennemi qu'il invente au fur et à mesure. Et quand vous pensez à cela, dans ce bref instant où l'air libre touche encore votre visage, une vérité vous traverse. L'encart ne cherche pas seulement à contrôler la vie. Elle organise aussi la disparition, avec la même froideur. Vous avancez, vous respirez.
Et vous comprenez que, dans ce monde, survivre tient parfois à rien. À un hasard, à un oubli, à une décision prise ailleurs. Et pour ceux qui restent dehors, dans les coopératives, la peur de la prison devient une autre forme de chaîne, invisible mais serrée, autour de l'esprit. Au cœur de ce monde brisé, quelque chose persiste pourtant, une force discrète, fragile, presque invisible. Ce n'est pas de l'espoir, pas encore. Plutôt, une obstination silencieuse, une manière de continuer à respirer quand tout semble conçu pour vous en empêcher. Vous ne l'auriez peut-être pas appelé ainsi autrefois. Mais ici, survivre devient un acte quotidien, minutieux, fait de petits choix et de gestes presque imperceptibles. La survie commence par l'observation. Vous apprenez à lire les signes, les humeurs des responsables, les moments où la tension se relâche, les endroits où l'on peut souffler quelques secondes de plus. Vous savez désormais quand accélérer le pas, quand ralentir légèrement, quand parler, quand vous taire. Cette connaissance n'est écrite nulle part. Elle se construit à force d'erreurs observées chez les autres, à force d'absences que l'on ne commente pas. Vous devenez attentif à tout, non par curiosité, mais par nécessité. Parfois, la survie prend la forme d'une entraide minuscule. Un geste rapide, presque invisible. Une main qui soutient un instant. Une portion de riz partagée en cachette. Ces actes sont risqués. Ils peuvent être interprétés comme de la solidarité, donc comme une menace. Pourtant, ils existent. Ils surgissent dans les moments les plus inattendus, souvent sans un mot. Un regard suffit, un hochement de tête. Ces instants vous rappellent que vous n'êtes pas entièrement seul, même si chacun reste enfermé dans sa prudence. Vous apprenez aussi à économiser. Économisez vos forces. Économisez vos paroles. Économisez vos émotions. Vous ne gaspillez plus votre énergie à lutter contre ce que vous ne pouvez pas changer. Vous concentrez tout sur l'essentiel. Tenir aujourd'hui. Vous adaptez votre rythme de travail pour durer, même si cela signifie accepter une fatigue constante. Vous trouvez des postures moins douloureuses, des gestes plus efficaces, des façons de respirer pour calmer les vertiges. La nuit, quand le campement s'apaise, la survie prend une autre dimension. C'est le moment des pensées interdites, des souvenirs, des images d'avant. Vous les laissez venir prudemment, comme on entr'ouvre une porte, une maison, un visage, une voix aimée. Ces souvenirs sont à la fois douloureux et nécessaires. Ils vous rappellent que vous avez été autre chose qu'un outil, qu'un numéro, qu'une force de travail. Vous ne les partagez pas. Ils sont à vous, et vous savez que les garder secrets est une condition de leur survie. Certains trouvent des rituels. Répétez mentalement une prière. Comptez sa respiration. Observez le ciel quelques secondes, de plus que permis. Ces gestes n'ont l'air de rien, mais ils structurent l'intérieur. Ils offrent un point d'ancrage quand tout le reste vacille. Vous comprenez que la survie ne se joue pas seulement dans les muscles, mais aussi dans la capacité à préserver un espace intérieur, aussi étroit soit-il. Les relations humaines changent de nature. Il n'y a plus vraiment d'amitié, au sens d'avant, trop risquée, trop exposée. Mais il y a des complicités silencieuses, des habitudes partagées, des présences rassurantes. Vous travaillez à côté des mêmes personnes, jour après jour. Vous connaissez leurs gestes, leurs silences, leurs faiblesses. Sans jamais en parler, vous apprenez à vous coordonner, à vous entraider sans laisser de traces. Parfois, la survie passe par l'adaptation idéologique. Vous répétez les slogans avec justesse. Vous anticipez ce que l'on attend de vous. Vous montrez une loyauté suffisante, mais pas excessive. Ce jeu est épuisant, mais vous savez qu'il est nécessaire. Vous ne cherchez plus à comprendre le système. Vous cherchez seulement à y naviguer sans sombrer. Vous devenez habile dans cet équilibre instable, conscient que la moindre erreur peut être fatale. Il arrive que quelqu'un survive contre toute attente. Un ancien malade qui tient encore. Une personne âgée qui continue de se lever chaque matin. Un enfant qui grandit malgré tout. Ces présences deviennent des preuves vivantes que la destruction n'est jamais totale. Que même dans les conditions les plus dures, la vie trouve parfois des chemins inattendus. Vous vous accrochez à ces exemples, sans en faire des symboles trop visibles. La survie, ici, n'a rien d'héroïque. Elle est faite de compromis, de renoncements,
de silence. Elle est parfois lourde de culpabilité. Survivre quand d'autres disparaissent pose une question que vous n'avez pas le luxe d'explorer trop longtemps. Vous apprenez à la repousser, à la ranger dans un coin de votre esprit pour pouvoir continuer. Et pourtant, malgré la faim, malgré la peur, malgré l'effacement progressif de tout ce qui faisait votre vie d'avant, vous êtes encore là. Vous vous levez chaque matin, vous travaillez, vous respirez, vous attendez. Dans ce monde conçu pour broyer les individus, chaque jour vécu est une victoire minuscule, presque invisible. Une victoire qui ne se proclame pas, mais qui se ressent profondément, dans le simple fait de continuer à exister. Car survivre, ici, n'est pas seulement rester en vie, c'est préserver, quelque part, une étincelle silencieuse qui refuse de s'éteindre. Avec le temps, vous découvrez que survivre ne signifie pas seulement durer. Cela signifie aussi s'adapter sans se dissoudre complètement. Les jours continuent de s'écouler, semblables et pourtant toujours imprévisibles. Vous ne comptez plus les semaines, encore moins les mois. Le temps s'est transformé en une matière floue, que l'on traverse sans repère. Et dans ce brouillard, vous affinez, presque malgré vous, une intelligence de la survie. Vous apprenez à lire les visages, un responsable plus nerveux que d'habitude. Un regard qui évite le vôtre. Une réunion convoquée trop tôt ou trop tard. Ces détails deviennent des signaux. Ils vous permettent d'anticiper, de vous préparer mentalement, de réduire parfois l'impact de ce qui va suivre. Vous n'avez aucun contrôle sur les décisions, mais vous pouvez encore ajuster votre manière d'y faire face. La survie passe aussi par le corps. Vous connaissez désormais vos limites avec une précision douloureuse. Vous savez jusqu'où pousser l'effort avant que le malaise ne survienne. Vous savez quand ralentir légèrement, quand redresser le dos, quand respirer plus profondément. Ces ajustements minuscules font la différence entre tenir et s'effondrer. Vous devenez expert de votre propre fatigue. Parfois, la survie se niche dans des moments inattendus. Un rire étouffé, presque interdit. Une plaisanterie murmurée, aussitôt réprimée. Un souvenir partagé à demi-mot. Ces instants sont rares, mais ils existent. Ils surgissent quand la vigilance se relâche, quand la nuit enveloppe le campement, quand les voix se font basses. Ils ne durent jamais longtemps, mais ils laissent une trace. Une sensation fugace de normalité, presque douloureuse, mais précieuse. Vous apprenez aussi à accepter l'aide quand elle se présente. Ce n'est pas facile. L'orgueil n'a plus vraiment sa place ici, mais la méfiance reste forte. Pourtant, parfois, quelqu'un vous soutient quand vous vacillez. Quelqu'un vous couvre quand vous ralentissez. Ces gestes ne sont jamais explicités. Ils ne créent pas de dette visible. Ils existent simplement comme une reconnaissance tacite d'une fragilité partagée. La survie implique également de faire des choix moraux impossibles. Fermer les yeux sur certaines injustices. Ne pas intervenir quand quelqu'un est emmené. Ne pas poser de questions. Ces choix vous pèsent. Ils laissent une marque intérieure, une forme de culpabilité sourde. Mais vous comprenez aussi que, dans ce monde, vouloir rester parfaitement juste peut être une condamnation. Vous apprenez à vivre avec cette tension, à la contenir, à la remettre à plus tard, dans un futur incertain où il sera peut-être possible de regarder en arrière. Certains ne tiennent pas. Vous les voyez s'éteindre lentement. Des corps trop faibles, des esprits trop fatigués. Leur disparition vous rappelle votre propre vulnérabilité. Elle vous pousse à redoubler de prudence, mais aussi à mesurer la valeur de chaque jour passé debout. Vous ne célébrez rien. Vous constatez simplement. Aujourd'hui, vous êtes encore là. La nuit reste un moment particulier. Quand tout se calme, quand les bruits se font plus rares, vous laissez parfois votre esprit vagabonder un peu plus loin. Vous imaginez un après sans trop y croire. Pas un avenir précis, mais une simple possibilité, que tout cela prenne fin, que la peur recule, que le monde redevienne habitable. Vous ne nourrissez pas ces pensées trop longtemps. Vous savez qu'elles peuvent affaiblir autant qu'elles réconfortent. Mais vous les laissez exister, brièvement, comme une respiration intérieure. Survivre, ici, c'est aussi accepter l'incertitude totale. Vous ne savez pas ce qui vous attend demain, ni si vous serez encore là le mois prochain, ni si ceux qui travaillent à vos côtés verront la prochaine saison. Cette ignorance forcée est épuisante, mais elle vous apprend aussi à vous ancrer dans l'instant, à ne pas gaspiller ce qui reste d'énergie à des projections impossibles,
à concentrer votre attention sur ce qui est immédiatement devant vous. Un pas, un geste, une journée. Et parfois, malgré tout, une forme de dignité subsiste, une dignité discrète, sans mots, sans revendication. Elle se manifeste dans la façon dont vous vous levez encore, dont vous regardez le ciel, furtivement, dont vous refusez, intérieurement, de réduire votre existence à ce que l'organisation a décidé pour vous. Vous ne savez pas si cela suffira. Vous ne savez pas si cela a un sens. Mais vous continuez. Parce que survivre, ici, ce n'est pas seulement attendre la fin d'un cauchemar. C'est aussi, jour après jour, préserver la possibilité d'un retour à l'humain. Même si ce retour semble lointain, presque irréel. Et tant que vous respirez encore, tant que vous êtes capable de ressentir, même faiblement, vous portez en vous la preuve silencieuse que tout n'a pas été totalement détruit. La survie, dans ce monde, est une résistance sans drapeau, une résistance muette, mais bien réelle. Puis, sans prévenir vraiment, quelque chose se fissure. Pas un effondrement spectaculaire, pas une libération soudaine, plutôt une série de signes, d'indices discrets, que vous apprenez à reconnaître comme vous avez appris à reconnaître la peur. Les responsables sont plus nerveux, les ordres se contredisent, les réunions deviennent confuses, on parle moins fort de l'avenir radieux, on parle davantage d'ennemis extérieurs, de menaces aux frontières, de complots venus d'ailleurs. Vous ne comprenez pas tout, mais vous sentez que l'assurance d'autrefois s'effrite. L'encart, si sûr d'elle, semble hésiter. Le travail continue pourtant. Les champs n'attendent pas. La faim est toujours là. La fatigue aussi. Mais dans l'air, quelque chose a changé. Une tension différente, moins maîtrisée. Les responsables se consultent plus souvent. Certains disparaissent à leur tour, remplacés par d'autres, parfois moins expérimentés, plus brutaux, ou au contraire, étrangement absents. Des rumeurs circulent. On dit que les combats se rapprochent. On dit que l'armée vietnamienne avance. On dit que le régime vacille. Ces paroles sont dangereuses. Alors elles restent à l'état de murmure. Vous les entendez sans les commenter. Vous avez appris à ne pas trop y croire, à ne pas espérer trop vite. L'espoir, ici, a souvent été une autre forme de piège. Pourtant, certains signes sont difficiles à ignorer. Des convois qui partent précipitamment, des archives brûlées, des prisons vidées dans l'urgence. Vous ne savez pas ce que cela signifie exactement, mais vous sentez que le système, si rigide, si oppressant, commence à se désorganiser. Cette désorganisation est dangereuse. Elle peut rendre les hommes plus violents encore. Vous redoublez de prudence. Puis un jour, le bruit devient certitude. Les combats sont proches. Les gardes sont moins nombreux. Les ordres cessent d'arriver. La chute ne ressemble pas à une victoire. Elle ressemble à un vide, à une absence soudaine d'autorité claire. Certains fuient, d'autres se cachent. Quelques responsables abandonnent leur poste. Le cadre qui structurait chaque instant de votre vie se dissout, laissant derrière lui un paysage incertain. Vous n'êtes pas libéré. Pas encore. Vous êtes simplement moins surveillé. Cette liberté partielle est déroutante. Vous ne savez pas quoi en faire. Vous continuez à travailler par habitude. Vous attendez des ordres qui ne viennent plus. Vous observez les autres, tout aussi perdus. La peur ne disparaît pas d'un coup. Elle est trop ancrée pour cela. Peu à peu, pourtant, des choses impensables deviennent possibles. Parler un peu plus librement. Se déplacer sans autorisation immédiate. Chercher des nouvelles. Vous apprenez que le régime s'est effondré. Que ceux qui dirigeaient ont fui. Que les structures se sont disloquées. Ces mots vous parviennent avec difficulté, tant ils semblent irréels. Comment un système aussi total a-t-il pu disparaître ainsi, presque du jour au lendemain? Et surtout, que reste-t-il maintenant? Le retour à la vie n'est pas simple. Il n'y a pas de mode d'emploi. Les villes sont en ruine. Les campagnes sont épuisées. Les familles sont dispersées, décimées. Vous cherchez des visages connus. Vous en trouvez peu, trop peu. Vous marchez sur des routes autrefois pleines, entre des maisons abandonnées, au milieu de traces de ce qui a été. Chaque pas vous rapproche d'un passé que vous ne reconnaîtrez plus. Vous retrouvez parfois votre ancien village, ou ce qu'il en reste, une maison vide, un terrain envahi par la végétation, des objets laissés là, comme figés dans le temps.
Vous ressentez une douleur sourde, difficile à nommer. La liberté est là, en théorie, mais elle est lourde, chargée de pertes, chargée de silence. Vous devez réapprendre à décider, à choisir où aller, à choisir quoi faire. Ces choix, autrefois évidents, sont devenus vertigineux. Vous réalisez que survivre à la chute du régime est une épreuve en soi, que l'après n'est pas un retour, mais un monde nouveau, fragile, blessé. Et tandis que vous avancez dans ce paysage d'après, une question vous accompagne, lancinante. Comment vivre maintenant, quand tout ce qui faisait le monde d'avant a été brisé, et que même votre propre identité a été mise à l'épreuve? La réponse ne viendra pas tout de suite. Elle se construira lentement, pas à pas. L'après ne commence pas comme une renaissance. Il commence comme un long silence. Un silence étrange, presque assourdissant, après des années de cris étouffés, d'ordre constant, de peur omniprésente. Vous vous réveillez sans consigne claire. Vous vous endormez sans avoir été compté. Et cette absence de cadre, que vous auriez autrefois appelée liberté, vous laisse d'abord désemparé. Vous êtes vivant, mais vous ne savez plus très bien comment vivre. Les jours qui suivent la chute sont confus. Les routes se remplissent de silhouettes errantes. Des hommes, des femmes, des enfants, tous en quête de quelque chose. Un proche, une maison, une réponse. Vous croisez des regards hagards, des corps amaigris, des visages marqués par la faim et la peur. Chacun porte une histoire que personne n'a encore la force d'entendre. Vous cherchez les vôtres. Un parent, un conjoint, un enfant peut-être. Parfois, vous retrouvez quelqu'un, amaigri, changé, mais vivant. Ces retrouvailles sont silencieuses, maladroites. Les mots manquent. On se touche le bras, l'épaule, comme pour vérifier que l'autre est bien réel. On pleure parfois, mais même les larmes semblent hésitantes, comme si elles avaient oublié le chemin. Souvent, vous ne retrouvez personne. Les absences sont partout, dans les villages désertés, dans les temples vides, dans les listes improvisées de survivants. Vous comprenez peu à peu l'ampleur de ce qui s'est produit, non pas en chiffres, mais en manque, en places laissées vides autour des repas improvisés, en voix que vous n'entendrez plus. Le pays est méconnaissable, les villes sont meurtries, les infrastructures détruites, les terres négligées. La famine continue de menacer, les maladies circulent, l'aide arrive lentement, insuffisamment. Et pourtant, malgré tout, la vie recommence, par nécessité plus que par espoir. Il faut manger, il faut se loger, il faut reconstruire, même sans savoir exactement quoi. Vous devez aussi réapprendre à parler. Parler sans slogan, parler sans autocritique, parler sans peur immédiate. Au début, les mots sortent difficilement. Vous hésitez. Vous observez les réactions. Le réflexe de la prudence est encore là, profondément ancré. Vous baissez la voix sans raison. Vous vous taisez quand personne ne vous l'a demandé. Il faut du temps pour comprendre que l'encart ne vous écoute plus. Mais l'encart, vous la portez encore en vous, dans vos silences, dans vos hésitations, dans vos pensées. La nuit, les souvenirs reviennent avec une intensité nouvelle. Les visages disparus, les cris entendus derrière des murs, les chants sous le soleil brûlant. Vous rêvez souvent, des rêves fragmentés, violents, confus. Vous vous réveillez en sursaut, le cœur battant, comme si l'appel pouvait encore retentir. On appelle cela survivre à l'après. Il n'y a pas de justice immédiate, pas de réparation complète, pas de réponse simple. Certains responsables ont fui, d'autres se fondent dans la population. Vous les croisez parfois sans le savoir. Cette idée est difficile à accepter, mais vous êtes trop occupé à survivre pour chercher des coupables. L'énergie manque, le pays entier était épuisé. Peu à peu, pourtant, quelque chose se reconstruit. Des marchés improvisés, des écoles rouvertes, des cérémonies pour les morts. Vous assistez parfois à ces rituels tardifs, des prières pour ceux qui n'ont jamais eu de tombe, des noms prononcés à voix haute pour qu'ils existent à nouveau, au moins dans la mémoire collective. Ces moments sont lourds, mais nécessaires. Ils marquent le début d'un travail lent, celui du souvenir. Vous comprenez alors que l'après ne consiste pas seulement à rebâtir des maisons ou des routes. Il consiste aussi à redonner une place aux absents, à raconter ce qui s'est passé quand on en aura la force, à transmettre pour que cela ne disparaisse pas dans le silence. Vous êtes fatigué, profondément.
Mais vous êtes encore là. Vous marchez dans ce pays blessé, avec un regard nouveau. Vous savez désormais ce que peut faire un système quand il prétend recréer l'humanité. Vous savez ce que la peur peut imposer. Et vous savez aussi ce que l'être humain peut endurer. La question n'est plus seulement comment survivre, elle devient comment vivre avec ce que vous avez vu. La réponse ne sera jamais complète. Elle se construira lentement, dans les gestes ordinaires, dans le travail patient, dans les relations retrouvées ou réinventées, dans le simple fait de continuer, malgré tout. Et tandis que le soleil se couche sur ce Cambodge d'après, vous respirez profondément. Le monde est encore fragile, vous aussi. Mais quelque chose est revenu, très discrètement. La possibilité de choisir, même imparfaitement, votre propre chemin. Vous avez traversé la nuit, vous en porterez les traces, mais vous êtes encore debout. Et cela, en soi, est déjà une forme de victoire silencieuse. Peu à peu, votre souffle retrouve un rythme plus calme. Le voyage touche à sa fin. Vous avez marché dans les pas de celles et ceux qui ont traversé l'un des chapitres les plus sombres du XXe siècle. Vous avez senti la chaleur des rizières, la fatigue qui broie sur les corps, la faim qui ronge lentement, la peur qui s'installe sans bruit. Vous avez vécu, de l'intérieur, ce que signifie être pris dans un système qui prétend reconstruire l'humanité en commençant par la détruire. Vous avez connu le Cambodge d'avant. Puis la rupture brutale, l'effacement des noms, des familles, des souvenirs, la toute-puissance de l'encart, la violence froide des purges et des prisons. Et enfin, la chute, sans triomphe, laissant derrière elle un pays meurtri. Ce que vous avez traversé n'était pas une suite d'événements abstraits. C'était un quotidien, une somme de jours ordinaires rendus insupportables. Une survie faite de silence, de renoncement, mais aussi de gestes minuscules qui empêchent l'humanité de disparaître complètement. Car au cœur même de ce régime, malgré la terreur, malgré la famine, malgré la mort omniprésente, quelque chose a résisté. Une entraide discrète, un souvenir préservé, un regard échangé, une volonté de tenir encore un jour de plus. Aujourd'hui, vous êtes revenu ici, dans le présent, dans votre espace, dans votre nuit. Vous pouvez ouvrir les yeux ou les laisser se fermer doucement. Le monde dans lequel vous vivez n'est pas parfait, mais il est différent. Et cette différence mérite d'être ressentie pleinement, ne serait-ce qu'un instant. Cette histoire pose une question simple, mais vertigineuse. Et vous, auriez-vous survécu dans ce monde-là? Auriez-vous tenu face à la faim, à la peur, à l'effacement progressif de tout ce qui fait une identité? Il n'y a pas de bonne réponse, seulement des trajectoires humaines, fragiles, complexes, profondément marquées par les circonstances. Merci d'avoir voyagé avec Histoire Cocasse. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, de ressentir, de vous souvenir. Si cette veillée historique vous a accompagné jusqu'au repos, pensez à vous abonner à la chaîne Histoire Cocasse pour ne pas manquer les prochaines nuits d'histoire. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour dire d'où vous nous avez rejoints et déposer un petit « j'aime » avant de fermer les yeux. Maintenant, il est temps de laisser cette histoire se poser. Respirez lentement. Le voyage est terminé. Bonne nuit